Salutations, et bienvenue à ce 28e épisode d'Analyse du Mal, l'émission où on parle des motivations et philosophies de nos méchants préférés. Au cours de ce mois de février 2024, j'ai énormément parlé de mythes et légendes, au point où j'en ai fait une blague dans la dernière vidéo, mais là, c'est officiellement devenu vrai malgré moi, on fait un mois spécial mythologie. Et l'ironie de la mythologie, c'est la quantité incroyable de sensationnalisme que ça amène. C'est aussi le fait qu'il y a beaucoup de mauvaise compréhension du terme, alors que c'est un concept qui est juste omniprésent. Selon le Larousse, la mythologie, c'est l'ensemble des histoires et des mythes créés autour d'un thème, d'un concept, d'une doctrine, etc. Bref, on parle pas forcément de religion quand on parle de mythologie, même si je vous l'accorde, c'est quand même une partie très importante de l'équation du concept. Selon mon opinion totalement arbitraire sur le concept, pour avoir de la véritable mythologie, il faut donc mélanger l'histoire avec un grand H et de la fiction, sans oublier le fait que c'est un concept qui doit continuer d'évoluer et d'être réinterprété via plusieurs points de vue, donc plusieurs auteurs, plusieurs histoires et plusieurs époques différentes. Un excellent exemple de la culture populaire, c'est la saga Star Wars, dont le canon est partagé par de multiples auteurs, cinéastes et même développeurs de jeux vidéo, pour raconter plusieurs histoires qui se rejoignent en une seule et même mythologie. L'univers Star Wars, c'est quelque chose qui a sa propre histoire et sa propre datation. On peut regarder cet univers de fiction comme sa propre entité qui a su évoluer au cours des millénaires. Et soyons honnêtes, la saga Skywalker, même s'il est en son centre, c'est qu'une petite partie d'une plus grande histoire. Et si je vous dis ça aujourd'hui, c'est pour bien vous introduire une mythologie que vous connaissez absolument tous, sans la connaître réellement. Je parle du cycle arthurien. Plus particulièrement de Camelot, une des œuvres phares de son créateur Alexandre Astier, la comédie française qui tourne autour de la mythologie du roi Arthur. Achevée en 2009, elle est revenue dans les années récentes au format cinéma avec Camelot volet 1, que moi personnellement j'ai beaucoup aimé, surtout au niveau visuel, c'était un vrai bonheur. Mais Camelot, c'est aussi une série qui a su s'exporter. Si en France ça reste votre fierté nationale, eh bien au Québec, c'était quand même assez gros. C'est une série française qui a su se faire diffuser sur une chaîne québécoise à une heure de grande écoute dans les années 2000, à une époque où le Québec avait tendance à privilégier le contenu original venant de la province et la traduction d'émissions américaines. C'est pas rien quand même. Et en tant que tel, ça se comprend parce que Alexandre Astier, sa dépiction du roi Arthur, c'est facilement une des 10 meilleures dépictions de ce qui est honnêtement un de mes, si ce n'est mon personnage de fiction préféré. Sur ce, si Monsieur Astier voit cette vidéo, bonjour, comment ça va? Un petit partage, ça vous tuerait s'il vous plaît? Je plaisante, mais justement, puisqu'on en parle, soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche, ainsi que de me dire en commentaire de quel autre méchant on devrait parler, sans oublier de laisser un like et un bon partage, c'est toujours extrêmement appréciable et ça aide énormément pour le référencement des vidéos. Mais Camelot, les fans le savent, c'est une série où viennent se mélanger tragédie et comédie. Arthur, en tant que tel, dans les livres 5 et 6, on peut dire qu'il fait une vraie dépression. Guider tous ces débiles jusqu'au Graal, c'est sur moi que c'est tombé. Les dieux ont trouvé une bonne pomme pour s'arracher les cheveux avec cette histoire de dingue. Et ils sont pas prêts de la lâcher. Et moi, vous me connaissez, la dépression, j'adore ça. C'est pour ça que j'ai décidé de me pencher sur l'univers de Camelot. En plus, j'aime toujours ça parler un peu d'œuvres francophones. Mais le revers de la médaille, c'est que Camelot, je savais pas si ça allait plaire à ma communauté. Et comme à chaque fois que j'ai envie de parler quelque chose mais que je suis pas sûr de mon concept, je vais faire une analyse du mal. Et aujourd'hui, c'est sur Lancelot que ça tombe. Lancelot, c'est le chevalier blanc, c'est le seigneur des sauveurs, mais c'est aussi un chevalier corrompu à la vertu maladive. À la fois le meilleur ami du roi Arthur et son plus grand adversaire. Soyez donc sûr d'avoir vu Camelot au complet pour éviter les spoilers, incluant le film qui est sorti il y a 2 ans. Et tant qu'on est là, je tiens à vous le rappeler, Camelot, c'est une série qui parle entre autres de tentatives de s'enlever la vie. Je préfère vous prévenir parce qu'on sait jamais si ça peut être un sujet sensible. Préparez-vous donc à vous jeter dans le lore du cycle arthurien. Sur ce, maintenant que c'est fait, analysons le mal. L'histoire de Lancelot. Lancelot, il a pas de backstory avant Camelot qui est clairement dit textuellement, ou même c'est très rare. Donc si on veut avoir des indices sur comment il en est arrivé là, il faut se pencher à la fois sur ses interactions et sur ses dialogues. C'est la Dame du Lac, n'est-ce pas? La Dame du Lac. Où ça? C'est incroyable, son visage m'est familier. Cheveux longs, roux, la cour du roi Ban. Le wiki de Camelot définit Lancelot comme le fils très probablement illégitime du roi Ban, malgré le fait qu'il ait quand même été élevé à sa cour. Pendant ce temps, les dames d'Alpha du Centaure, envoyées des dieux, auront un message à la porte de ces derniers.
soi-disant qu'Excalibur, l'épée légendaire, sera bientôt retirée de son rocher. C'est donc à la Dame du Lac que va incomber la tâche de guider le petit Arthur Pendragon, futur roi du royaume de l'ogre, qui devra retirer l'épée du rocher et aussi trouver le Saint Graal dans le but d'apporter la lumière à tous les peuples. Arthur, pour ça, il va faire construire Camelot, une forteresse qui servira de quartier général à tous les chevaliers qu'il aura recrutés dans le but d'accomplir cette mission. Mais Arthur, malheureusement, c'est un petit peu le plan B parce que à la base, ça devait être Lancelot, l'élu des dieux. Il a même été élevé par Viviane, la Dame du Lac, qui va même lui apprendre une certaine forme de magie blanche, mais les dieux le jugeront malheureusement beaucoup trop caractériel pour mener à bien cette quête. Et en même temps, ils avaient raison, j'adore Lancelot, mais sincèrement, quelqu'un qui fait des crises d'honneur toutes les 2 minutes, c'est chiant. Lâchez les noyaux, oui! Y a pas assez à faire dans ce camp sans venir me les péter toutes les 2 minutes. Faut forcément que je vous colle un ordre à chaque fois qu'il s'agit de ratisser un tas de feuilles. Les vandales seront là dans un quart d'heure. Bah ça va, je picole pas souvent. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de bruit qui court? Non, c'est dingue ça. Les gens vous voient pas pendant 3 semaines, alors ça y est, vous êtes morts. Attends, si vous avez quelque appréhension, vous pouvez toujours retourner à Camelot et vous tourner les pouces avec vos anciens collègues. Mais éventuellement, Lancelot va s'affranchir de ses devoirs et de ses relations familiales. Il va tout rejeter et devenir ce qu'il définit comme un chevalier errant. Le but de Lancelot est d'être un héros, une légende et de venir en aide aux gens sans pour autant avoir de véritable vie au niveau sociétal. Il veut se retirer de tout et être plus regardé comme une légende urbaine. Le tout jusqu'à ce qu'il rencontre Arthur et qu'il se dise qu'un chevalier errant ou non doit bel et bien participer à la quête du Graal s'il veut que son titre soit légitime. Il va donc s'installer de façon partielle à Camelot. Et le reste du temps, Lancelot, il va vivre comme un clodo dans la forêt pour garder son titre de chevalier errant. Chacun fait ce qu'il veut de son temps libre. On en a déjà parlé ici. La moitié du temps, je reprends mon statut de chevalier errant. Non, mais je sais, mais moi je croyais simplement que vous faisiez moitié Camelot, moitié, on sait rien, moi, une auberge de voyageurs. Malheureusement, au premier regard, Lancelot, il va tomber amoureux de Guenièvre, la femme de Arthur avec qui il a eu un mariage arrangé et simplement politique, mais il va renier ses sentiments pendant très longtemps par loyauté envers la couronne, mais surtout par loyauté envers Arthur. Loyauté qu'il va conserver pendant plus de 15 ans parce qu'il va servir à la fois à Camelot et en tant que chevalier solitaire. Devenant au passage le meilleur ami d'Arthur, ça c'est pour pas dire que c'est le seul chevalier qui est capable de mettre un pied devant l'autre. Il a fait ce geste. Et il a dit, méfie-toi, le Graal est un récipient. Du coup, ce serait un genre de saladier. Mais pendant 15 ans, paradoxalement, un énorme écart va commencer à se creuser entre les deux amis. Arthur, lui, son point de vue sur la quête du Graal, c'est que tous les chevaliers y participants sont égaux. C'est pour ça qu'il va faire construire la table ronde, une table qui est, comme vous l'aurez deviné, ronde, pour qu'aucun ne se retrouve en bout de table ou dans un coin. Regardez notre table ronde. Elle est pitoyable. Tout est plus ou moins pitoyable ici, mais pas ça. Modeste, humble, assemblé sans artisanat pompeux, avec des éléments récupérés, tout juste assez ronde pour que personne ne se retrouve dans un angle ou loin d'un autre. Arthur, son désir étant donc de former une grande équipe et que tous les chevaliers soient les bienvenus pour tenter de retrouver le Graal. Mais Lancelot, il a un point de vue beaucoup plus élitiste par rapport à cette quête. Il pense que pour avoir le droit d'intégrer la quête du Graal, il faut prouver sa valeur, comme Arthur qui a retiré Excalibur du rocher en devenant roi de Bretagne, ou Lancelot qui lui-même entre dans la légende via son statut de chevalier errant. Ce qui, en le disant, c'est quand même con de comparer les deux. Pour Arthur, c'est un signe des dieux comme quoi il est fait pour diriger, et pour Lancelot, bah, c'est dormir dans les bois. Lancelot du Lac commencera à avoir une véritable rancœur par rapport aux autres chevaliers, les trouvant indignes de chercher le Graal. Et en même temps, de son point de vue, quand tu vois la bande de génies brocassés qui servent d'équipe à Arthur... bah tu comprends au moins d'où ça vient. C'est pour ça que Lancelot va finir par déserter et fonder sa propre rébellion au sein même du royaume de l'ogre, le tout pour être le premier à arriver au Graal. Il manquera pas non plus à rappeler à Arthur toutes les erreurs qu'il a fait et commencera à développer une véritable haine pour Camelot et la table ronde. Juste comme vous êtes incapable de vous séparer de la bande de pantins ridicules qui vous sert de gouvernement, vous passez pour un faible et un laxiste aux yeux du peuple et des pays voisins. Puis je vous parle pas des dieux, évidemment, ceux-là, s'ils pouvaient parler, même tout nué sur un pied, j'irais toujours 100 fois plus loin que vous et votre risible compagnie de crétins. Il emmènera aussi Guenièvre, dont il était amoureux, qui à l'époque partira de son plein gré, ce qui va vraiment pas plaire aux dieux à la Dame du Lac. Vous n'avez pas froid? Si, mais ça n'a aucune importance. Oh non mais tout fout le camp, nom de nom. Alors aujourd'hui c'est la reine et demain ce sera quoi? Les chevaliers, la table ronde. Vous allez pas récupérer votre femme? Non, elle est bien là-bas, elle prend l'air. Vous n'avez aucun courage.
Lancelot, cependant, il clame haut et fort à son camp être espionné. Espionné par qui? Par une mystérieuse silhouette encapuchonnée de noir. On raconte même que, au beau milieu de la nuit, des fois, il sortait et se lançait à la poursuite de fantômes. Lancelot, lui, tout le monde pense qu'il est en train de devenir fou, mais nous, le spectateur, on sait que cette figure encapuchonnée, c'est Méléagant, sans contredit le personnage le plus énigmatique de la série. Les champs loups croupis et mes ennemis tressaillent, car à me voir boire, ils comprennent que je suis de retour. Méléagant, on ne sait pas trop ce qu'il est. Est-ce qu'il est un dieu? Est-ce qu'il est un esprit frappeur? Est-ce qu'il est un fantôme? Certaines théories allant jusqu'à dire qu'il est le spectre revenu à la vie de Uther Pendragon, le tyrannique ancien roi de l'ogre et père d'Arthur. Bref, quand Lancelot quitte Camelot, Méléagant va s'immiscer dans la tête du Chevalier Blanc. Et c'est avec cet homme en noir que commencera la descente aux enfers du Chevalier errant. Oh, c'est que tout le monde commence un peu à se demander s'il est pas en train de devenir... Ah oui, fou. Un type en noir, qui l'espionne de loin, dans la forêt. Et y a pas de mec en noir. Y a personne. Des fois, Lancelot, il sort de sa cabane comme un dératé, il court dans la forêt sous prétexte qu'il a vu le type. Lancelot deviendra complètement fou à cause des manipulations de Méléagant, allant jusqu'à attacher Guenièvre dans sa chambre pour l'empêcher de s'enfuir pour son bien. Arthur va donc éventuellement rencontrer Lancelot dans un labyrinthe. Les deux ennemis conviendront que l'espace n'est pas propice à se battre. Ils se donneront donc rendez-vous au coucher du soleil pour un combat à mort, là où Arthur décidera de laisser le labyrinthe à Lancelot. Ce que Lancelot prend à l'époque pour une preuve de lâcheté, en réalité, c'est une ruse, parce que Arthur, il a compris que si Lancelot, il est coincé 3 jours à explorer le labyrinthe, c'est 3 jours où il n'est pas à son camp de rebelles. Arthur va donc ramasser ses chevaliers et conduire un raid pour libérer la reine Guenièvre. Voilà. Donc, vous donnez pas l'alerte, hein, ça va de soi. Donnez l'alerte! Vas-y, souffle pour voir. Et on peut savoir ce que vous allez faire de moi? Je sais pas, reine de Bretagne, si ça vous tente. Revenant à son camp, le trouvant vide, Lancelot va sombrer. Et c'est à terre qu'il va trouver le regard froid et sombre de Méléagant qui le prend de haut. Lancelot, il est tombé très fort. Il est passé de fils du roi Ban à chevalier errant, à chevalier de la table ronde, à rebelle au sein du royaume de l'ogre, à un homme qui vit seul dans une grotte et parle à des fantômes. Combien de temps est-ce que je vais devoir supporter vos mystères? Pourquoi est-ce que vous surgissez toujours de nulle part, sans prévenir? Bon, d'où venez-vous? Où est-ce que vous repartez? C'est quand il sera vraiment au fond du trou, prêt à prendre sa propre vie, que va apparaître Méléagant. Méléagant, quelque chose de constant chez ce personnage, c'est qu'il s'en prend aux gens faibles, aux gens tristes, seuls et désespérés. C'est comme ça qu'il poussera César à prendre sa propre vie, et c'est aussi par ses manipulations qu'il va pousser Lancelot à ne pas le faire. À la place, le chevalier errant va devenir le pantin de Méléagant et il va... Comment vous avez fait pour tenir aussi longtemps avant de chercher à vous égorger? Vous m'aviez demandé de me retirer, loin de tout alors. Je pensais que vous auriez trouvé une petite clairière, avec un ruisseau. Le gaslighter, oui, totalement, Méléagant, il va gaslighter Lancelot. Il va attiser à la fois son ego et sa colère, le pousser jusqu'à ses derniers retranchements, le tout jusqu'à ce qu'il en devienne l'ombre de lui-même, mais en ressorte d'un côté beaucoup plus sombre. Méléagant, il va venir pourrir la vie de Lancelot. Il lui dira même que Arthur, il est sur le point de replanter Excalibur pour prouver un point au royaume de l'ogre. Et Lancelot, il est pas stupide. Il le comprend que c'est simplement une preuve de pouvoir politique de Arthur. Il remet son trône en jeu pour être capable de montrer au peuple qu'il est toujours digne auprès des dieux. Lancelot, lui, donc, son plan, c'est de retirer l'épée, de prendre la place de Arthur à la fois sur le trône et au sein des chevaliers de la table ronde. C'est là que Méléagant va lui péter ses espoirs, mais quelque chose de solide. Parce que vous pensez que j'arriverai pas à la retirer, c'est ça? Je n'ai rien à penser. Vous ne la retirerez pas car vous n'êtes pas l'élu. Méléagant, au passage, il va enlever la Dame du Lac qui avait été bannie de chez les dieux, probablement dû aux nombreuses conneries d'Arthur, et l'emmener voir Lancelot. C'est là que l'homme en noir va confronter Lancelot à Viviane, lui apprendra que, à la base, c'était bel et bien lui l'enfant qui avait été choisi pour mener la quête du Graal, avant que les dieux ne jugent Arthur plus digne. Vous n'aviez pas encore 3 ans quand les dieux ont jugé que vous étiez trop caractériel pour le trône de l'ogre. Ils ont demandé à notre charmante Viviane de vous laisser tomber et de s'occuper d'un autre petit enfant protégé de Merlin, fils du roi Pendragon. Lancelot, via cette nouvelle information, ça va venir le chercher et ça va le faire tomber toujours plus bas. Méléagant en profitera pour le mettre à l'épreuve et lui dire de tuer un voyageur. Lancelot, après avoir bien hésité, se refusera à tuer ce voyageur après avoir vu que c'était son cousin et le chevalier dira à Méléagant quelque chose de très important. C'est regrettable peut-être, mais c'est comme ça. J'ai encore quelques restes de mes premières valeurs. C'est là que Méléagant va revenir voir Lancelot avec un cadeau qui est très spécial. Trouve que tout
tout ce qui arrive à cette marionnette est instantanément reporté sur le véritable Arthur. Couteau de votre père, la dernière chose que la destinée prodigieuse et injuste de votre rival ne vous ait ôté. Allez, frappez! Lancelot va refuser de tuer Arthur et lancer la marionnette dans un élan de colère qui malheureusement atterrira dans le feu. Vous en faites pas, c'était qu'une manipulation, la marionnette n'était pas vraiment enchantée pour tuer Arthur si quelque chose lui arrivait, mais ce que Lancelot prend pour un accident, Méléagant le prend comme une confirmation, comme quoi Lancelot est, je cite, prêt. C'est plein de rage et de colère que le chevalier blanc quittera sa caverne et prendra la décision d'aller tuer le roi Arthur. Du côté d'Arthur, les fans de la série le savent, mais le livre 5 se concentre principalement sur la quête personnelle d'Arthur, sur le fait de devenir la personne qu'il veut devenir, sur le fait de retrouver ses potentiels enfants, et malheureusement, dans un moment de faiblesse, c'est Méléagant qui va lui tomber dessus. Vous allez toujours à Camelot? Oui. Ça fera 6 pièces d'or. Si Méléagant il passe la moitié du livre 5 à semer le doute dans l'esprit de Lancelot, il passera la fin à faire la même chose à Arthur. Et c'est très malheureusement que Arthur va recevoir la nouvelle comme quoi il est infécond. Il n'a pas d'enfant, il n'a pas de descendance. Il pense aussi avoir échoué dans la quête du Graal et se retrouve devant toutes ses responsabilités qu'il n'a lui-même jamais demandées. C'en est trop pour le roi et il tentera de mettre fin à ses jours. C'est devant le presque cadavre de son ami qu'il était venu tuer à la base, que Lancelot va se rappeler de qui il a été toute sa vie et qu'il utilisera la magie de la Dame du Lac pour sauver la vie d'Arthur. Ce qui pour moi est une excellente définition de ce qu'est le personnage de Lancelot. Si Méléagant fait vraiment ressortir ses côtés les plus dégueulasses, sombres et immondes, Arthur fait ressortir tout ce qu'il y a de bon en Lancelot du Lac. Arthur, il va donc développer une anémie et va passer le livre 6 au lit en attendant tranquillement la mort, se remémorant de ses histoires à Rome. Il va donc en profiter pour faire ses adieux, entre autres à sa femme, ses amis comme Perceval, mais aussi à Lancelot, celui qui a à la fois été le traître, le meilleur ami et le sauveur d'Arthur. Arthur étant Arthur, sur son lit de mort, il choisira de faire confiance à son ami et il voit sa véritable vertu. Il lui laisse donc de façon officielle les pleins pouvoirs sur Camelot et sur le royaume de l'ogre. Je sais pas quoi dire. Il n'y a rien à dire maintenant. Il y a à faire. Faites les choses bien. Et ça aurait pu bien finir, mais malheureusement, en sortant de la forteresse de Tintagel, Lancelot fera une rencontre, et cette rencontre détectera une énorme faille en lui. Je suis votre plus mauvais élève. Et vous le savez très bien. J'ai sauvé Arthur. En utilisant la magie blanche. Vous faites confier le pouvoir au lieu de le prendre par la force. Vous possédez même une petite tablette qui vous donne la légitimité aux yeux des fidèles de votre prédécesseur. C'est vraiment très futé. Vous comptez gouverner avec ses anciens collaborateurs? Je sais pas. Vous avez une chance unique de trouver le Graal et d'apporter la lumière sur la Terre, à condition de tout effacer. La forteresse, les alliances politiques, la table ronde, et surtout les chevaliers. Lancelot passera la ligne une fois pour toutes, mais cette fois avec les pleins pouvoirs. Il ordonne la poursuite et l'élimination de tous les chevaliers d'Arthur, la table ronde est brûlée et le roi est sauvé in extremis. Nous voilà donc une décennie complète après les événements de la série dans le premier film, où Arthur, on sait pas trop où il est, mais Lancelot, il règne de manière despotique sur le royaume de l'ogre. Il engage même des mercenaires saxons pour l'aider à traquer et éliminer les chevaliers de la table ronde ayant survécu à ce qui est très impliqué comme étant une purge. Malheureusement, comme Lancelot est un assez mauvais dictateur, les caisses de l'État sont vides. Il a littéralement foutu la Bretagne en faillite. Il est donc obligé de céder des terres aux mercenaires saxons pour qu'ils continuent de traquer les chevaliers, ce qui, outre mesure, ne plaira vraiment pas aux dieux. Je rappelle que la quête du Graal, c'était censé unifier la Bretagne. Qu'est-ce que vous faites? Ne morcelez pas le royaume de l'ogre. Les dieux seraient insultés, on ne s'en remettrait pas. Au passage, Lancelot il aura aussi séquestré Guenièvre dans l'ancien château de son père, ce qui est pas génial de base. Surtout quand tu considères que de façon officielle, la femme de Lancelot maintenant c'est Dame Mévanouie, la femme de Caradoc. Arthur va donc refaire surface à Camelot, délivrer Guenièvre des griffes de Lancelot une deuxième fois et prendre une fois pour toutes son destin en main. Et évidemment, Lancelot il va réussir à capturer Arthur, mais ne pourra pas se résoudre à l'exécuter. Il va se retirer ne sachant trop quoi faire, ce qui est quand même vraiment mauvais pour lui parce que, entre-temps, la rébellion est en train d'assiéger Camelot. Arthur, il va rejoindre Lancelot dans sa forteresse et ils s'engageront dans un combat en 1v1. Depuis qu'on s'est vu, j'imagine que vous n'avez pas spécialement changé. Où est le camp? Loin. Si vous remettez les pieds au royaume de l'ogre, vous serez pendu.
vous portez Excalibur. Le bruit court qu'elle a perdu ses pouvoirs, que les dieux ne sont plus du côté d'Arthur Pendragon. C'est la qu'Excalibur qui, jusque-là, flamboyait d'une vive flamme dorée, flamboie maintenant d'un sombre bleu électrique. Arthur parvient à défaire Lancelot et l'épargnera, laissant la suite à être vue dans les futurs volets des films Kaamelott. C'est donc toute l'histoire de Lancelot dans Kaamelott, mais je rappelle, Kaamelott, ça reste une adaptation du cycle arthurien. Le véritable Lancelot. La figure du roi Arthur et par extension de la table ronde et de Kaamelott, c'est pas quelque chose qui date d'hier, ni même d'avant-hier. La première apparition du roi Arthur, pour autant que l'on le sache, date du 6e siècle avec de la poésie galloise, mais c'est seulement au 12e siècle qu'elle viendra vraiment intégrer la mythologie de Tintagel. C'est avec Geoffrey de Monmouth et son histoire des rois de Bretagne qu'on retrouve l'histoire de ces terres, supposément fondées par des exilés de la cité de Troie. Et ça, vous allez voir que ça devient très vite la petite folie du cycle arthurien. Si aujourd'hui, les historiens, ils classent presque sans exception Arthur et compagnie dans la catégorie des mythes et folklore, à l'époque où ces ouvrages sont parus, on parlait d'histoire de la Bretagne. Et la Palme d'Or revient donc au prince Richard de Cornwall qui, en 1233, était tellement parti loin dans son délire qu'il a échangé 3 morceaux de terre très importants pour un petit morceau d'île sans arbre pour y faire construire une forteresse juste pour dire qu'il avait sa place dans la mythologie arthurienne. En fait, le roi Arthur, j'ai comme l'impression qu'il y a quelque part entre la fin du Moyen-Âge et aujourd'hui où c'est devenu un peu notre équivalent à nous dans notre époque moderne des platistes, c'est-à-dire une bande de gens dépourvus de sens critique qui ont des croyances très poussées sur un sujet auquel ils ne comprennent rien et qui se rendent pas compte à quel point c'est débile avant de le dire à voix haute. Je tourne quoi? Ouais, donc je reviens du futur. Ok, donc maintenant ça va être régulier que tu m'interrompes pendant les vidéos. Peut-être, je sais pas encore. Mais enfin, tu sais pas encore. Et évidemment, sur ce, qui a écrit quelque chose d'aussi stupide? Ah, c'est toi. Je veux dire, c'est moi, mais par extension, c'est toi, tu comprends. Malheureusement, oui, je comprends. Donc, tu disais, tu reviens d'un futur très lointain où vraiment je me suis laissé aller au niveau poids et apparence physique? Non, je suis toi du futur, mais genre de la semaine prochaine. Ah ouais. Ouais, ça fait mal. Ouais, fais-moi confiance, moi aussi ça m'a fait mal, je m'en rappelle. Donc sur ce, tu peux pas dire que les platistes croient en quelque chose de stupide. Je veux dire, c'est vrai, non? Oui, ça c'est vrai, on est d'accord, mais le fait étant que tu peux pas le dire parce que ce que les platistes, ils manquent en sens critique, en logique, ils le compensent principalement par des moyens et, soyons honnêtes, beaucoup de temps à perdre. Ça veut dire qu'après cette vidéo, tu as à peu près une semaine avant que les platistes soient capables de te retrouver, d'assiéger ta maison et de te mettre sur un bateau qui va voguer jusqu'au bout du monde. Ah ok, donc je vais... Ouais. Donc tu vas. Génial, vraiment génial, 2024, j'adore ça. Donc, le mythe du roi Arthur, j'ai l'impression qu'entre la fin du Moyen-Âge et aujourd'hui, c'est un peu devenu notre équivalent des gens qui pensent que la Terre est ronde. C'est-à-dire des gens qui ont absolument aucune culture ni aucun sens critique et qui se rendent pas compte des énormités qu'ils racontent. C'est bon, t'es content? Ouais, t'inquiète, c'est bon. Donc, qu'est-ce que tu fais encore ici? Oh oui, je t'ai pas dit, je suis aussi venu parler de Displate, le sponsor de cette vidéo. Sérieusement? Displate, c'est une façon créative d'afficher votre amour pour la pop culture, l'art ou la décoration en général. Avec Displate, profitez bien de ces magnifiques posters en métal associés à vos licences préférées, comme Star Wars, Marvel, DC Comics, voire même des fandoms moins grand public comme Donjons et Dragons, Cuphead ou même Garfield. Il y en a pour tous les goûts. Il y a des gens qui veulent décorer leur chambre avec du Garfield. Écoute, c'est facile de critiquer, mais en attendant, toi, est-ce que t'as réussi à pondre 76 tomes sur le fait que le chat il est gros, ses meilleurs amis c'est un homme dans la crise de la quarantaine et un chien que juste le cuit d'un verre d'eau tiède. De plus, les displays sont incroyablement faciles à installer. Utilisez simplement l'aimant mural fourni avec l'achat et collez le poster en métal dessus. Et si vous en avez marre, vous pouvez le changer pour un autre avec une facilité incroyable. D'accord, mais les gens qui aiment pas forcément avoir des images qui viennent de la télé chez eux, ils font quoi? Eh bien, c'est pas grave parce que Displate a aussi du comics, de la littérature, de la musique, voire de l'art abstrait et du figuratif. Mais pas de jeux vidéo. Il n'y a aucune Displate pour les fans de jeux vidéo.
Bon ok, j'ai menti, il y a du jeu vidéo, notamment la collection Dark Souls qui va venir ravir les hardcore gamers, ou encore la collection Witcher 3 qui, à elle seule, cumule presque 150 pièces différentes disponibles. Ah, ça va, arrête, regardez derrière moi, il y en a plein des displays et c'est vrai qu'elles sont magnifiques. En utilisant le lien en description, bénéficie d'une réduction sur une display de 15% et de 20% sur 2 displays ou plus. Sois sûr de personnaliser ton chez-toi comme tu l'entends, avec des matériaux de qualité, sans oublier les incontournables éditions limitées. Rappelez-vous donc de cliquer sur le lien pour commencer à embellir vos murs qui, soyons honnêtes, sont tristement vides. Sur ce, merci à Displate d'avoir sponsorisé cette vidéo. C'est bon, t'as fini? C'est bon, j'ai fini. Parfait. Donc, nous disions donc, le cycle arthurien, c'est un sujet qui est aussi vaste que mystérieux. Et le Lancelot de Camelot, il est très différent du Lancelot du cycle arthurien. Il y a beaucoup de versions très différentes, mythologie oblige. Au Moyen-Âge en France, via la série polyptyque de 5 œuvres différentes de Lancelot Graal, on apprendra que son nom de naissance était en fait Galahad. Galahad, nom qu'il transmettra à son fils et qui deviendra, avec Perceval, généralement les 2 chevaliers qui, dans la légende arthurienne, retrouvent le Graal. Et ça, dans Camelot, on y fait écho si Galahad est 100% absent pour le moment dans les faits Excalibur et l'épée des héros qui flamboie quand elle est mise dans les mains d'un chevalier au grand destin. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle flamboie beaucoup plus dans les mains de Perceval que dans les mains d'Arthur. Si certains voient un simple clin d'œil à la mythologie arthurienne, moi personnellement j'aime penser que ça veut dire qu'il est possible que quelque part Lancelot il est un enfant bâtard qui va avoir son rôle à jouer et aider éventuellement Perceval à retrouver le Graal. Et typiquement, je l'ai dit, le Lancelot du cycle arthurien, il est vraiment différent de celui de Camelot. Si les deux ont vraiment l'honneur à cœur, le fait étant que celui des mythes, il semble avoir beaucoup moins envie de gloire et de pouvoir. En tant que tel, son seul véritable acte déshonorant pour une bonne partie de la mythologie arthurienne, c'est sa relation extra-conjugale avec la reine Guenièvre. Ça reste la reine, c'est pas rien. Mais au moins, ce Lancelot-là, il devient pas un despote tyrannique. Moi, je mets ça dans la colonne des wins. Lancelot, en fait, dans les mythes arthuriens, il est aussi représenté à la table ronde comme le chevalier blanc, dû à la couleur de son armure et à la rutilance de ses armes en argent. C'est typiquement un personnage de support très important pour Arthur, souvent décrit comme son meilleur ami. Il est aussi dit qu'il est un exemple à suivre au sein du monde de la chevalerie. Il est regardé comme un guerrier à l'épée, quasiment invulnérable sur le champ de bataille dû à sa technique de combat. Mais Lancelot, c'est aussi un personnage qui a ses torts, dont son amour et sa relation, comme mentionné, avec Guenièvre. Relation qui le mènera, lui et Arthur, à leur perte. Dans certaines légendes, une certaine Hélène ou Éliane, on n'est pas trop sûr, va se faire passer pour Guenièvre, forcer Lancelot à coucher avec, et c'est de cette relation que vous l'aurez deviné, naîtra Galahad. Quand la tradition chrétienne va venir s'installer en Bretagne, entre autres, Galahad, il va prendre dans les histoires la place de son père à la table ronde, et éventuellement, il va devenir regardé comme le chevalier ultime des légendes arthuriennes. Malheureusement, l'histoire de Guenièvre et Lancelot finira par éclater, il va s'exiler en France, et c'est là qu'il partira en guerre avec les gens qui l'ont suivi contre Arthur. Mais pendant cette guerre, malheureusement, apparaîtra un autre enfant illégitime du nom de Mordred, l'enfant bâtard d'Arthur qui partira une autre rébellion. Mordred étant au passage le fils d'Arthur Pendragon et de la fée Morgane, sa demi-sœur biologique. Wow! Ah, je ne savais qu'on ferait pas de vidéo sur la mythologie sans arriver sur un territoire targaryen. Bref, Arthur étant déjà affaibli par le départ de Lancelot, il sera malheureusement obligé de déclarer la guerre à Mordred, ne pouvant gérer la rébellion depuis Camelot. C'est sur le champ de bataille qu'Arthur va être obligé de tuer son fils, qui au passage lui avait volé son trône et sa femme Guenièvre. Et je commence à me demander si Guenièvre, elle est heureuse avec Arthur, parce qu'elle est quand même partie avec son meilleur ami et son fils. Arthur, il remporte ce combat, mais Mordred étant lui-même un excellent épéiste, il parvient à le blesser mortellement, et c'est ainsi que s'achèvera la légende du plus grand des rois de Bretagne. Et cette tournure, moi, je l'aime beaucoup parce que tu le vois que Lancelot, c'est vraiment pas une mauvaise personne, c'est juste quelqu'un qui a fait des mauvais choix. Autrement, tout au long du cycle arthurien, il est regardé comme un modèle de vertu, principalement par les autres chevaliers. D'un autre côté, ça reste que c'est ses actions qui vont mettre fin au règne du roi Arthur. Cependant, dans Camelot, il y a une autre différence qui est, ma foi, très intéressante. Méléagant. Méléagant est, sans contredit, le plus grand mystère de Camelot, son personnage le plus énigmatique et l'entité autour desquelles les théories se multiplient le plus facilement. Et moi, personnellement,
je ne peux qu'attendre d'en voir plus. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir à quel point Méléagant il est très loin de son origine mythologique, mais que c'est Lancelot qui en ramasse un petit peu. Par exemple, dans le cycle arthurien, si c'est dit textuellement que Lancelot et Guenièvre sont amoureux l'un de l'autre, dans Camelot, Lancelot, il est fou d'amour pour la reine. Mais la reine, c'est très impliqué que même si elle a de l'attirance, elle ne l'aime pas vraiment. Et c'est pour ça que Lancelot, il va la séquestrer à son camp pour l'empêcher de partir, parce que quelque part, lui-même le sait. Sauf que dans la légende arthurienne, ben ça, c'est Méléagant qui le fait. Méléagant, dans le cycle arthurien, il est incapable de séduire Guenièvre. Cependant, il l'aime d'un amour véritable et profond, mais aussi d'un amour maladif. Ce qui va très bien en pair avec le fait qu'il a une énorme rancœur envers Arthur parce qu'il s'est assis sur le trône de l'ogre. Il va donc simplement kidnapper la reine. Oui, dans le cycle arthurien, Guenièvre, tout le monde se l'arrache. Et dans Camelot, bah... Une fois, j'ai poussé par la fenêtre! Un mariage arrangé, un mariage de magouilleur, sordide, avec une gourde que j'ai jamais pu encadrer. C'est autre chose, on va dire ça comme ça. Mais bref, si le Lancelot de Camelot, il emprunte énormément au cycle arthurien, il emprunte aussi énormément au personnage de Méléagant. Ceux qui vont ensuite venir poser la question, c'est qui Méléagant? Une vidéo théorie sur Méléagant, faites-moi confiance, ce serait quelque chose que j'adorerais faire. Dites-moi en commentaire si c'est quelque chose qui vous intéresserait. Mais moi, je vous demande, dans Camelot, c'est qui Méléagant par rapport à Lancelot? Dans l'œuvre d'Astier, Méléagant, c'est une version très loin de son homologue littéraire. Mais c'est ce qui est génial avec les personnages de la légende arthurienne. C'est que c'est des personnages tellement ancrés dans l'imaginaire que tout le monde les connaît plus ou moins de loin, mais aussi que c'est des figures tellement réappropriées que tu peux faire basiquement n'importe quoi avec sans réelle difficulté. Avec Méléagant, on dirait vraiment que Alexandre Astier a tenté de faire narrativement parlant une sorte de personnification des recoins les plus sombres de l'esprit de Lancelot. Oui, l'homme en noir s'en est par le passé pris à César, mais aussi à Arthur, le roi ayant l'air d'être sa cible principale. Cependant, c'est bel et bien par Lancelot que ça passe. On peut même dire que Méléagant ne lâche jamais Lancelot, parce que pour lui, il est sûrement un de ses outils les plus précieux. C'est Méléagant qui pousse Lancelot vers le mal. Si c'est très clair, très tôt dans l'histoire, que les démons du Chevalier Blanc, ce sont son arrogance et son besoin de gloire et de reconnaissance. Méléagant, il arrive et il attise doucement ce feu jusqu'à ce que en Lancelot se dessine un véritable brasier. Prenez Guenièvre, prenez le trône, reprenez tout ce qui vous appartient. C'est tel un diable sur son épaule qui lui susurre des horreurs à l'oreille, le forçant à commettre des actes horribles comme de déclencher une purge de chevalier et de brûler la table ronde. Il lui fera même presque tuer son propre cousin. Et c'est là qu'on voit à quel point Lancelot, il reste du bon en lui. Bah je tue pas mon cousin. Pourquoi pas? Sa vie est-elle moins inepte que celle des autres? Non, mais je tue pas mon cousin. Ce qui est intéressant ici, c'est que autant Lancelot que le spectateur, on pense que dans cette scène, il a prouvé qu'il est capable de s'affranchir du contrôle de Méléagant. Mais moi, je pense que c'est plus complexe. Comment j'aime lire ce moment, c'est que le but de la manœuvre, c'était de prouver à Lancelot que la vie n'a absolument aucune valeur. Et donc que le fait de tuer ou non un homme, peu importe qu'il soit son cousin ou pas, bah ça n'a aucune importance. Ah, vous le saviez, c'est ça? C'est encore un de vos coups tordus? Non, je savais pas. Même si je l'avais su, ça aurait rien changé. Réfléchissez-y. Si la vie n'a absolument aucune valeur, alors techniquement, il n'y a rien de glorieux à sauver une vie, voire à en épargner une. Peu importe les raisons, c'est pas quelque chose qui vont amener la gloire ou le mérite à Lancelot. C'est juste quelque chose qui est arrivé et quelque chose qui n'aura sur le long terme absolument aucune conséquence. C'est un moment très puissant où Lancelot pense s'être affranchi du contrôle de Méléagant et avoir retrouvé ce qui faisait de lui le chevalier errant, mais dans les faits, il ne fait que s'enfoncer toujours plus loin dans le mal. Mais surtout, ce qui est très intéressant dans la relation Lancelot-Méléagant, c'est le parallèle qu'on peut en tirer avec une autre œuvre de fiction qu'Alexandre Astier adore, j'ai nommé Star Wars. L'affection d'Astier pour la saga de George Lucas n'a jamais été un secret, autant derrière la caméra que dans Camelot en tant que tel. Franchement, tout ce merdier pour ramener un bibelot, c'est quand même moyen. En tout cas, ça n'a pas explosé. Qu'est-ce que j'ai fait? Et si je vous disais qu'en passant par Lancelot et Méléagant, c'est très facile de relier Camelot et Star Wars d'un point de vue scénaristique. Dans cette lecture de l'œuvre, l'histoire de Lancelot du Lac est extrêmement proche de celle d'Anakin Skywalker. Déjà de base, il faut être totalement aveugle pour ne pas voir la vraie inspiration que Star Wars va venir tirer des réelles mythologies arthuriennes. Donc, t'as l'histoire du roi Arthur qui vient inspirer Star Wars, qui vient inspirer Camelot, qui est l'histoire du roi Arthur,
qui va finir faire référence à Star Wars. J'ai mal à la tête. Autant les chevaliers Jedi que leurs conseils, ça fait donc écho aux chevaliers de Camelot et à la table ronde. Mais pour Lancelot plus spécifiquement, on parle comme Skywalker d'un jeune chevalier prometteur ayant sa partie à jouer dans une prophétie qui, par orgueil et colère, va trahir son ordre de chevalier et les déclarer hors la loi. Les mercenaires engagés par Lancelot dans Camelot premier volume, on peut même les voir comme les inquisiteurs de Darth Vader, c'est-à-dire des guerriers du côté obscur dont le travail est de traquer et éliminer les Jedi restants. Mais vous le savez, tout Anakin a son Palpatine et ici, c'est bien Méléagant qui vient remplir ce rôle. Une figure encapuchonnée de noir qui manipule un jeune esprit très prometteur à tomber du côté obscur, en faisant son pantin à lui, sa marionnette et lui qui tire les ficelles. On peut même faire un très joli parallèle avec la fin du livre 4 où Lancelot est à terre et où Méléagant lui dit de se lever pour attiser son côté obscur, le regardant de haut, et le moment où Palpatine fait exactement la même chose à Anakin après qu'il ait tué Mace Windu. Nous allons secrètement nous réjouir du retour des longues nuits. Levez-vous. Mais la vraie cible de Méléagant, c'est très clair que c'est le roi Arthur. Et puis, on en vient à se demander, qu'est-ce qu'il y a de si spécial, Lancelot? Le vrai élu des dieux. Le roi Arthur, moi, j'aime le considérer comme l'élu original. Si le concept de prophétie, on le retrace jusqu'en Grèce antique, pour moi, à chaque fois qu'on parle d'élu de la prophétie dans une fiction moderne, comme dans Harry Potter, Percy Jackson, Matrix, etc., je pense que c'est une relecture de ce qu'a fait le roi Arthur depuis le 6e siècle. Peut-être même involontairement. C'est à ce point-là qu'il est iconique. Mais pourtant, il y a une théorie qui vient d'une certaine lecture de l'œuvre sur Camelot. Une théorie comme quoi le véritable élu des dieux, ça pourrait ne pas être Arthur, mais bel et bien Lancelot. Pour comprendre cette théorie, il faut commencer par comprendre de quel dieu on parle. Arthur, il est dit qu'il est l'élu des dieux au pluriel, mais pourtant, il s'adresse énormément aux dieux uniques dans la série. L'évangélisation chrétienne en tant que telle, c'est même quelque chose de très présent dans les premières saisons de Camelot. Dieu. Depuis que vous êtes arrivé, ça fait quoi? Ça fait 2-3 ans à peu près? Enfin, je veux dire 2-3 ans que le truc a bien pris, quoi. Que les gens en parlent, tout ça. Moi, je fais tout ce que je peux pour mettre les gars au pas. Mais Arthur, ayant fait ses classes de combat à Rome, il prie bel et bien Mars, le dieu de la guerre sanglante. Et comme on est au royaume de l'ogre au 5e siècle, selon le wiki et le canon officiel de Camelot, eh bien, c'est très impliqué que ces dieux qui ont choisi Arthur, ce sont les dieux celtes. On mélange donc les panthéons romains, chrétiens et celtiques. La série est volontairement très vague sur quels sont les dieux qui ont choisi Arthur. La seule chose qu'on sait réellement, c'est qu'ils existent. On le sait parce qu'Astier lui-même, il a déclaré en entrevue que oui, dans ce qu'il écrit, la magie existe et Dieu aussi existe. Ce qui vient mettre un élément en place qui est quand même assez bizarre. Moi, d'un point de vue mythologique, déjà que je trouve ça très peu probable qu'un panthéon entier soit d'accord sur qui est l'élu censé relier tout le royaume de l'ogre ensemble, eh bien, le fait qu'il y ait plusieurs panthéons qui se mettent d'accord, j'y crois juste pas. Et si je vous dis que c'est parce que Lancelot est en fait pas seulement une tentative, mais bel et bien un potentiel élu des dieux. Voyons donc voir ça. Premier argument, c'est dit textuellement que Lancelot, à la base, c'était lui l'élu, mais que les dieux l'ont jugé trop caractériel. Ce qui implique de un que oui, Lancelot aurait pu être à la tête de la quête du Graal, mais aussi que les dieux avaient bien une décision à prendre. C'est pas une sorte de métaphore ou quoi que ce soit. Et quand plusieurs personnes prennent des décisions, il est plus que probable que certaines personnes soient en désaccord avec d'autres. Dans le 4e épisode du livre 5, Méléagant, il va refuser de se présenter à la Dame du Lac, lui dira que son nom ne lui dira rien, mais que, cependant, de là où elle vient, il l'appelle la réponse. La réponse? Oui, ma petite fée, la réponse à votre pathétique désastre. Et il fera cette déclaration juste après avoir dit que les dieux ont bel et bien lâché Arthur. Ce qui se révélera être quand même assez faux, mais c'est pas ça le point. Le point, c'est que Méléagant, il possède certaines informations. Il travaille, existe et agit clairement sur un autre plan de la réalité que le simple plan des mortels. Certaines théories allant jusqu'à dire que Méléagant lui-même est un dieu de la mort celtique, mais ça, c'est le sujet pour une autre vidéo. Méléagant, il dira aussi qu'Excalibur, c'est un des pires tours de passe-passe que les dieux ont jamais utilisé pour garder le contrôle. C'est un homme qui s'oppose ouvertement à un panthéon de dieux qui, selon ses dires, aurait lâché Arthur. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Peut-être que ça veut dire qu'il y a deux factions.
de Dieu. La théorie que je vous propose, c'est qu'au sein des panthéons divins qui ont pris la décision de donner le sort de la Bretagne à Arthur, il existe une petite cellule qui pense encore aujourd'hui que Lancelot en est beaucoup plus digne. Autre argument dans le livre 3, Arthur confiera à Lancelot qu'Excalibur est toujours censé revenir dans les mains de l'élu des dieux. Il la lancera pour faire une démonstration et en revenant, l'épée s'arrêtera entre les deux chevaliers. Il y a plusieurs interprétations ici. Certains pensent qu'elle revenait bel et bien à Arthur et que Lancelot se trouvait simplement à ses côtés. Certains pensent que l'épée allait définitivement vers Lancelot. Et d'autres, comme moi, pensent que l'épée s'est arrêtée au milieu, ne sachant lequel des deux choisir. Peut-être un certain indice comme quoi certains dieux pensent encore réellement que Lancelot est vraiment plus apte à s'asseoir sur le trône qu'Arthur. Argument final dans KV1, quand Arthur dégainera Excalibur, elle flamboie d'une lumière bleue au lieu de sa lumière dorée habituelle. Selon Alexandre Astier lui-même, c'est une manifestation du pouvoir des dieux, mais surtout de leur colère envers Lancelot pour avoir divisé le royaume de l'ogre. À ce moment, Arthur n'est plus seulement le champion élu des dieux, mais il est aussi et surtout leur bras vengeur fait pour punir Lancelot. Et je veux dire, à quelque part, c'est des dieux. S'ils voulaient juste punir Lancelot, ils auraient pu le tuer depuis longtemps. Ce qui les en retient, c'est probablement que Lancelot, c'est pas n'importe qui. Vous êtes l'élu, mais pas de ces dieux-là. Vous êtes l'élu des dieux qui récompensent la foi, la détermination. Vous êtes l'élu des seuls dieux qui remboursent le prix du sang versé. Lancelot s'est assis sur le trône. Il a séparé le peuple au lieu de l'unifier. Et au lieu de le punir par eux-mêmes, les dieux enverront leur véritable champion pour en finir avec celui qui échoua à une mission qui lui a été pourtant à la base destinée. Cependant, Arthur, il va épargner Lancelot. Je vois donc personnellement deux possibilités où malheureusement, Lancelot doit trouver la mort. Possibilité numéro 1, soit Lancelot va avoir son arc de rédemption, mais avec toutes les saloperies qu'il a fait depuis 10 ans, je pense que la vraie façon qu'il puisse être entre guillemets vraiment pardonné, c'est qu'il donne sa vie pour être capable d'en finir avec Méléagant. Soit Lancelot, on est arrivé à un point où il s'est enfoncé beaucoup trop loin dans les ténèbres et Arthur va devoir accomplir son destin, devenir le bras vengeur des dieux et tuer celui qu'il a une fois appelé son ami. Je préfère la deuxième option parce que ce sera pas facile et que sentimentalement parlant, ce sera beaucoup plus intéressant pour le développement de personnage d'Arthur. Et soyons honnêtes, il y a une raison pourquoi Lancelot et Arthur sont aussi proches. L'anti-Arthur. Le roi Arthur et sœur Lancelot du Lac sont des personnages opposés. Opposés dans cette situation, ça veut pas dire des personnages contraires. Ça veut dire des personnages complémentaires, extrêmement pareils, mais aussi différents, parce que les forces de l'un sont les faiblesses de l'autre et vice-versa. On a des dizaines d'exemples à travers de la série, mais selon moi, le plus pertinent tient dans le 81e épisode du livre 4, le face-à-face, là où Arthur et Lancelot se rencontrent à la taverne après la révolte de ce dernier. Petit contexte, cet épisode est une référence à Heat, un thriller de Michael Mann sorti en 1995, qui semble aussi être un des films qu'Astier aime particulièrement. Littéralement, Kaamelott, c'est une grosse référence à Heat. Le premier épisode de la série en porte même le nom. Et dans Heat, il y a une scène où on rencontre deux hommes que tout oppose dans une scène de dialogue bien particulière. Cette scène vient énormément influencer l'épisode de Kaamelott face à face. Il y a des remontages sur YouTube où les internautes ont remonté la scène de Heat et la scène de dialogue de Kaamelott ensemble et ça passe crème. Tu dois surtout pas t'attacher à des choses dont tu ne pourrais pas te débarrasser en 30 secondes, montre en main. Donc vous ne gardez jamais rien auprès de vous? J'ai une femme. Et s'il fallait, un jour, vous la quitteriez en 30 secondes. Comme ça, sans dire au revoir. C'est la règle du jeu, c'est comme ça. Mais bref, je vous invite à regarder l'échange avec moi. D'un, on commence avec Arthur. Arthur qui est là pour ouvrir un dialogue. Il dit à Lancelot qu'il le connaît personnellement et qu'il connaît les types dans son genre. J'en ai connu des types comme vous, qui ont monté leur petite équipe de leur côté pour aller chercher le Graal. Ils sont tous revenus la queue entre les jambes et les gens leur jetaient des cailloux. Il lui dira aussi qu'il sait ce qu'il est en train de faire et qu'il sait que ça ne marchera pas. Ici, Arthur, il est à la fois un roi, un chevalier et un ami. Arthur et Lancelot ont la même expression faciale, ils sont tous deux encapuchonnés, sauf que Arthur est vêtu de noir et Lancelot de blanc. Une différence de couleur qu'on retrouve dans beaucoup de scènes importantes du canon de Kaamelott.
Ici, Lancelot, sa première réaction, c'est donc d'attaquer Arthur sur le point personnel, lui ainsi que son équipe de chevaliers. Parce que, disons-le, même à l'époque où est-ce qu'il résidait à Camelot, Lancelot, il avait tendance à prendre les chevaliers de la table ronde de haut. Vous avez dû connaître que des gros nazes. J'en ai connu de toutes sortes. Vous me voyez chasser les sorcières et défendre l'opprimé avec un Graal tatoué sur le biceps. Arthur, lui, il répond que des chevaliers, il en a connu de toutes sortes. Ce que ça veut dire, c'est qu'il sait qu'il y en a certains qui sont plus compétents que d'autres, mais que ça ne veut pas forcément dire qu'ils ont moins ou plus de valeur. Parce que ce qui est important, c'est la quête du Graal. Pourquoi? Parce que c'est ce qui permet d'unir les chevaliers et, par extension, d'unir la Bretagne. Je ne supporterai pas l'échec. Alors faites pas les choses de votre côté. Je fais ce que je fais de mieux. Vous faites ce que vous faites de mieux, roi de Bretagne. Ici, Arthur, c'est presque s'il réinvite pas Lancelot à le rejoindre. C'est une petite opportunité de pardon. Lancelot, lui, sa réaction, c'est d'attaquer les compétences de roi de son interlocuteur. Ça vous a jamais tenté, vous, roi de Bretagne? Ça consiste en quoi? S'occuper des glandus et leur expliquer la même chose 3 fois par semaine en sachant pertinemment qu'ils comprennent rien? Ça en fait partie, oui. C'est super. On voit une belle différence entre les deux ici. Lancelot, il a toujours peut-être convoité un petit peu le trône. Cependant, il comprend pas forcément ce que ça implique et que ça n'implique pas que de la gloire. Arthur, lui, je rappelle que dans la saison suivante, il va simplement abdiquer. Il va laisser son trône parce que ça le rongeait de l'intérieur. Pourquoi? Parce que ça, c'est leur différence. Lancelot, lui, son but, c'est de modeler la Bretagne à son image et de dévaloriser les gens qui ont moins de valeur que lui. Arthur, lui, ce qu'il veut, c'est simplement le bien du peuple. C'est votre vie, ça? Ma vie. Ma femme s'est barrée, toujours pas d'héritier à l'horizon. Un type m'a dit une fois, un vrai chevalier ne garde jamais auprès de lui quelque chose qu'il ne puisse pas quitter en 30 secondes. Donc vous ne gardez jamais rien auprès de vous? C'est la règle. Peut-être qu'on devrait faire autre chose, vous et moi. Je sais rien faire d'autre. Moi non plus. On a parlé donc de différence, mais dans cet échange, on a une ressemblance. Ni Arthur, ni Lancelot ne sont heureux. Arthur, c'est un roi qui s'est fait embobiner dans quelque chose que, soyons honnêtes, il a juste jamais demandé. Et Lancelot, en tant que tel, il a dû perdre tous ses attachements pour avoir son titre de chevalier errant. Il a littéralement perdu tout ce qui lui était cher. Mais je veux rien faire d'autre. Moi non plus. Mais ça leur va. Ils savent que même si la quête du Graal leur draine littéralement leur humanité, en bout de ligne, ça vaudra la peine. Mais pas pour les mêmes raisons, parce qu'encore une fois, Lancelot, s'il veut retrouver le Graal, c'est pour obtenir la gloire de ramener cette coupe sacrée à la maison. Ce qu'il veut par-dessus tout, c'est la reconnaissance du peuple via des actions vues comme nobles. Arthur, lui, c'est le contraire. De base, c'est quelqu'un de très noble et respectable, et même si ça lui en coûte très cher, il veut continuer sa quête par pure dévotion. Jusqu'au moment où Arthur, il tente de rationaliser la situation et se met à parler à Lancelot comme à un ami et non comme à un chevalier. On boit un coup, comme de cons standards. Qu'est-ce qui se passera le jour où on se tombera dessus et où je devrais vous fumer? Ça me fera pas plaisir. Lancelot, c'était le meilleur ami de Arthur. Pourquoi? Parce que même s'il se pensait au-dessus de tous les autres chevaliers, il avait quand même des petites raisons de le penser. Perceval et Caradoc, ils comprennent jamais rien. En fait, les chevaliers de la table ronde, de manière générale, c'est tout sauf des héros. Même Merlin, pour un druide, il est pas foutu de faire bouillir de l'eau correctement. Et à côté de ça, t'as Lancelot, que même s'il était très souvent râleur et colérique, dans les faits, c'était un valeureux et preux chevalier avec de bonnes valeurs, même s'il ne les épousait pas pour les bonnes raisons. Lancelot donnait peut-être un petit peu d'espoir à Arthur. Il se disait que si un seul de ses chevaliers agissait comme Lancelot, à la fin de la journée, il avait peut-être une chance de trouver le Graal. Les deux personnages sont à la croisée des chemins. Ils ont un choix à faire, le Graal ou leur amitié. Et sans hésiter, ils choisissent tous les deux le Graal. Et entre vous et le Graal, la lumière pour tous les peuples, j'hésiterai pas une seconde. Si on tombe sur le Graal et que je sais que vous allez le partager avec vos pantins de chevaliers véreux, je vous dérouille. Sec et net. Et ça me fera pas plaisir non plus. Mais ils ne choisissent pas le Graal pour la même raison. Arthur, il le dit à la fin du livre 1. Trouver le Graal, c'est pas tant une question de trouver l'objet que le symbole qu'il représente. Quand je leur parle de Graal, eux ils cherchent un vase et c'est marre. Si je commence à me lancer dans les explications comme quoi, alors c'est pas l'objet qui est important, mais le côté symbolique, les gars ils me regardent avec des billes comme ça et puis ils décrochent. C'est une question d'amener la lumière au peuple. Arthur, son but, c'est d'être capable d'unifier la Bretagne et d'en devenir un bon dirigeant parce que c'est ce que les dieux attendent de lui. Il fait même des grosses réformes politiques et militaires à travers la Bretagne et il va tenter d'abolir la peine de mort dans le royaume de l'ogre. C'est pas rien. Lancelot, s'il veut le Graal, c'est pour faire partie de l'élite. Il veut aussi amener la lumière au peuple, mais lui, s'il veut le faire, c'est parce qu'il voit les Bretons comme un peuple qui a désespérément
désespérément besoin d'un héros. Et dans son esprit, il n'a jamais douté que ce héros, c'était lui. Et on a là tout ce qui les oppose. Ils sont tellement différents, mais aussi tellement pareils. Lancelot, c'est l'enfant bâtard du roi Ban. Arthur, c'est l'enfant bâtard du roi Pendragon. Les deux, à un très jeune âge, seront évalués. Par les dieux, Lancelot sera jugé trop caractériel pour devenir l'élu. Arthur, lui, prendra cette place. Arthur est un chevalier qui va renier le pouvoir de son plein gré parce qu'il ne le veut pas et n'en a jamais voulu d'ailleurs, mais qui pourtant est un bon monarque qui parvient à maintenir l'ordre au sein de son royaume. Lancelot, il va prendre ce même pouvoir de force parce qu'il est convaincu de le mériter et que ça a toujours été son destin. Pourtant, il va plonger la Bretagne dans un âge des ténèbres. Et malgré tout, il aura le culot de se définir comme le sauveur du royaume de l'ogre. Pourquoi cette grande différence? Probablement à cause de la valeur que Arthur a désespérément tenté de transmettre à Lancelot avec échec à la fin de la série, valeur qui lui a lui-même été transmise par César. Vous êtes un grand chef ou pas? Je crois, oui. Des chefs de guerre, il y en a de toutes sortes. Des bons, des mauvais, des pleines cagettes, il y en a. Mais une fois de temps en temps, il en sort un. Exceptionnel. Alors, rappelez-vous toujours de ça. Les grands chefs n'ont qu'un point commun. Un héros, une légende. Des chefs comme ça, il n'y en a presque jamais. Mais tu sais ce qu'ils ont tous en commun? Tu sais ce que c'est? Leur pouvoir secret? Ils ne se battent que pour la dignité des faibles. Ils ne se battent que pour la dignité des faibles. Arthur, c'est quelqu'un qui défend les faibles, les opprimés, les pauvres, les gens qui ont peur. C'est pour ça qu'Arthur, il mérite le pouvoir malgré le fait qu'il n'en veuille pas et que Lancelot, il a beau désirer ce pouvoir, il ne le méritera jamais. On va mettre ça en termes mathématiques pour que ce soit plus simple. On a un dirigeant, la lumière pour le peuple et le pouvoir ainsi que la gloire. Pour Arthur, donc le dirigeant, le pouvoir et la gloire, ce n'est qu'un outil pour être capable d'amener la lumière à tous les peuples. Mais pour Lancelot, cette même lumière pour les peuples, c'est l'outil pour accéder au pouvoir et à la gloire. Lancelot, c'est un personnage que j'ai vu analyser plusieurs fois sur Internet, notamment par SciPlay, que si vous aimez Kaamelott, c'est impossible que vous ne connaissiez pas ses analyses de personnages. Et quelque chose chez lui revient très souvent, c'est-à-dire le syndrome du sauveur. Le syndrome du sauveur, c'est pas un véritable diagnostic, du moins c'est pas reconnu par le DSM. Mais c'est une situation où la personne touchée a besoin de recevoir de la reconnaissance et de la gratitude. On parle même des fois de codépendance. Typiquement, vous savez, c'est ce genre de personnes qui aiment que tout se passe bien, mais qui aiment surtout que tout se passe bien à cause d'eux. Ce genre de personnes qu'on connaît tous et qui honnêtement sont très énervantes, qui sont assez intrusives, qui veulent toujours être au courant de tout pour absolument aider tout le monde, simplement pour se valoriser eux-mêmes. Un peu comme Lancelot qui, après avoir libéré Caradoc, s'assure qu'il va répandre la rumeur comme quoi un chevalier errant du nom de Lancelot du Lac l'aurait aidé. C'est pour cette raison que Lancelot est un excellent méchant, mais par extension qu'il est un très mauvais roi et ô combien un mauvais élu des dieux. La relation Lancelot-Arthur, c'est quelque chose d'extrêmement particulier, principalement parce que la fiction a cette espèce de symbole, j'ai pas envie de dire un cliché, parce que c'est simplement comme ça qu'un bon conflit fonctionne, c'est-à-dire d'avoir le bien contre le mal. Et c'est très difficile de trouver des histoires plus classiques que celle du roi Arthur. Mais dans Kaamelott, c'est très différent. Arthur et Lancelot, c'est pas le bien et le mal. Ce sont deux personnages qui tentent réellement de faire le bien. Et ce sont deux nuances de bien très différentes qui se retrouvent sur le champ de bataille. Pour Arthur, le bien passe avant tout par l'individu, par la santé, la sécurité et le bien-être du peuple. Mais pour Lancelot, il a besoin que ce peuple se rallie derrière lui et l'acclame comme le héros qu'il est. Arthur est toujours prêt à s'allier à plus de monde pour unifier le royaume. Lancelot, seule sa vision d'un idéal compte et tous les autres ont tort. Arthur veut faire le bien parce que c'est ce qui est bien, mais Lancelot, le bien, il le fait mal et il se retrouve à faire le mal, convaincu de faire le bien. Et ça, c'est ce qui rend Galahad, le fils du roi Ban, Lancelot du Lac, extrêmement dangereux. Donc Lancelot, grosse allégorie d'Anakin Skywalker, l'anti-roi Arthur, l'anti-élu de la prophétie, je vous laisse en parler en commentaire et dites-nous au passage, oh mon dieu, à quel point Alexandre Astier il est bon pour écrire des personnages. Pour son alignement donc, comme Lancelot il est convaincu de faire le bien, mais que seule sa vision du bien à lui compte et que quand quelqu'un tente de le raisonner, il a automatiquement tort, je vais l'envoyer au loyau mauvais, soyez sûr d'argumenter en commentaire. Sur ce mes amis, vous pouvez cliquer juste ici pour voir notre dernière vidéo ou vous pouvez cliquer juste là pour une autre analyse du mal d'un autre méchant de médias français. Dites-nous en commentaire de quel autre méchant on devrait parler et tant qu'à être là, pourquoi ne pas vous abonner et activer la cloche au passage. Sur ce, je vous laisse et je vous verrai la prochaine fois pour de plus amples explorations.
de notre omnivore.